Est-ce que c'est grotesque ou pas tout ça? Jérôme. Nous sommes le 24 avril 2027. Emmanuel Macron termine son 97e tour et il invite Cazeneuve. On a l'impression que c'est un jour sans fin, quoi. Moi, je vais te dire, en usant de mots qui sont des mots graves, mais moi, ça me dégoûte. Ah bon? Oui, ça me dégoûte carrément parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on attend de la politique. On a quelqu'un qui décide d'une compétition, qui organise la compétition, qui arbitre la compétition, qui nomme le capitaine, etc. Et où est la France dans tout ça? Où est la France et où sont les Français? C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un qui dirige l'amicale bouliste de Pétaouchnok, quoi. C'est pas un truc très important. On est en train de nommer des gens qui, hier, ne pensaient même pas, dans leurs rêves les plus fous, qu'ils pouvaient être Premier ministre. Donc, ils ne sont pas préparés, qui n'ont pas la dimension de la fonction, qui n'ont pas envie d'incarner la fonction. Or, Premier ministre, tu incarnes la fonction. On te donne les clés du pays. On te demande de diriger un pays. C'est pas un rien. collaborateur aujourd'hui, un Premier ministre? Moi, ce que me disent les patients dans mon cabinet, et je crois que ça, il faut vraiment le sous-peser, parce qu'on est en train de créer une fracture des Français avec la politique qu'on va payer durement dans les années qui viennent. Moi, ce que me disent les Français, c'est qu'ils seraient en attente de gens qui se proposent en disant « moi, je peux faire ». Parce que moi, j'ai tel cap, telle idée, telle volonté. À la place de ça, on a quelqu'un qui nomme, et c'est là où il faut bien réfléchir à la chose, qui nomme quelqu'un pour s'opposer à lui. C'est quand même fou, quoi, si tu veux. La situation est dingue. Et on perd un temps fou, on n'a pas le temps de perdre ce temps, et on a des jours qui passent, et des jours qui passent, et des jours qui passent, et les problèmes ne sont pas réglés. Et on a quand même quelqu'un qui nous a dit « j'ai dissous l'Assemblée nationale avant les vacances », parce que je ne pouvais pas me permettre de dissoudre au moment du PLFSS. Mais on y est. On est dans la même situation. Donc il a perdu les clés, le président est à poil, et on a l'impression qu'il ne sait plus que faire. Ben, la situation est gravissime, et je suis dégoûté. Ouais. Antoine. Moi, j'ai envie de dézoomer un petit peu et de regarder les choses et d'alerter tout le monde sur le fait que la mafia socialiste continue à se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire que électoralement, le Parti socialiste est mort. C'est-à-dire qu'ils sont écrasés. Mais on a aujourd'hui en France le président du Conseil constitutionnel qui est socialiste, le président du Conseil d'État qui est socialiste, il a travaillé dans les cabinets des ministres socialistes, le président de la Cour des comptes qui est socialiste, la présidente de l'Assemblée nationale qui est socialiste, Yaël Braun-Pivet, elle était bien adhérente au PS le président du Conseil constitutionnel. Oui, ouais, je l'ai cité. Le président de la République, un ancien socialiste. Le Premier ministre. Et alors qu'on a... Gabriel Attal, c'est aussi un ancien socialiste. Oui. Et on s'apprête à désigner peut-être un nouveau Premier ministre socialiste, mutualiste, mais c'est encore un socialiste. Alors même que la droite, moi je suis de droite, LR plus RN, ça fait 40% aux dernières législatives. On peut rajouter le centre droit, Horizon. On peut rajouter le centre droit. Bref, la France est à droite et la mafia socialiste continue à tenir toutes les ficelles du pays. Parce que la droite c'est peut-être un bien grand mot, mafia. Non, j'assume complètement. Le mot est choisi. Ces gens-là se soutiennent, ces gens-là se portent. Macron, en prenant un autre costume, finalement, a fait la courte échelle durant tout son mandat à tous les socialistes. Voilà, c'est le socialiste masqué. C'est le Zorro rose, Macron. Et on va réussir, les socialistes vont réussir à maintenir le pays dans le socialisme, alors même que le pays est à droite. Et je veux aussi dire que la fausse droite a une responsabilité dans tout ça. C'est laquelle la fausse droite sur tout ça? La position de Laurent Wauquiez. De dire aujourd'hui, on participera jamais à un gouvernement, etc. Mais finalement, je comprends stratégiquement, ils veulent pas être associés à Macron, mais finalement, ils laissent la porte grande ouverte à la nomination d'un Premier ministre de centre-gauche. Mais quand est-ce qu'on va prendre le pouvoir? Et la position du RN aussi est critiquable. C'est-à-dire qu'ils sont en retrait, en regardant, en disant... ils ont été exclus de facto par Emmanuel Macron tout de suite. Oui, mais je trouve qu'ils ne se battent pas beaucoup. Je trouve qu'ils se battent pas beaucoup, le RN. C'est ça qui est dramatique. Ils devraient, comme le NFP, dire « Eh oh, c'est à nous, le Premier ministre, on est le premier parti de l'Assemblée nationale. » Il ne pourra pas échapper que nous avons la droite la plus bête du monde. C'est exactement. La mafia socialiste et la droite la plus belle du monde. Le pays est bien barré. Ça s'appelle l'UMPS. Oui, c'est ça. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, ils ont été consultés. Je crois que l'UMPS a été largement consulté. On a eu Cazeneuve, Hollande, Sarkozy, Bertrand. On en a été tout essoufflé. C'est toujours les mêmes. On reprend les mêmes. Oui, Gérard Larcher, on prend les mêmes et on recommence. Voilà, on prend les mêmes et on recommence. Alors même que les Français ont dit « Ah ben non,
la France, elle est tripartite. Donc, on a l'UMPS au centre, parce que Macron, c'est l'UMPS, d'accord? Et puis, on a le bloc de gauche largement vampirisé, dominé par Mélenchon. Ça existe. C'est cette gauche-là qui, aujourd'hui, est l'incarnation de la gauche, que ça nous plaise ou pas. Et de l'autre côté, on a la droite nationale, que ça nous plaise ou pas, qui s'appelle le Rassemblement national et qui est le parti en dynamique. Eh bien, on a décidé que ces deux blocs-là, qui sont, si on les met ensemble, majoritaires, c'est-à-dire la gauche radicale, la droite nationale, ceux-là, oulala, ça pue, c'est pas beau, c'est pas gentil, ça fait des dizaines de millions d'électeurs, mais c'est pas bien, c'est pas beau. Et le centre mou, l'extrême centre, l'UMPS, alors lui, c'est lui qui domine. Mais excusez-moi, là-dedans, si tout ça avait été coordonné par un cerveau comme Mitterrand, ça aurait une autre gueule. Mais Monsieur Macron s'est révélé ne être ni le Mozart de la finance, ni le Machiavel de la popole. Parce qu'en politique politicienne, excusez-moi, on pourra me dire ce qu'on veut, il est nul. Il ne sait pas du tout faire ces petites magouilles, ces petits arrangements comme savaient le faire des Chirac, des Sarko et des Mitterrand. C'est à la petite semaine, il discute de ça avec son petit cerveau à lui tout seul et son copain Colère. Donc moi je dis, Monsieur Macron, nommé Premier ministre Alexis Colère, ce sera plus clair pour tout le monde, parce qu'on sait que de toute façon c'est les deux qui dirigent. Donc comme ça au moins on sait à quoi s'en tenir. C'est Colère Premier ministre, qui obéit à son grand copain, et son grand copain lui obéit, parce que des fois je me demande lequel des deux est même plus, s'il tombe 3 dominant. semaines après ou un mois après alors. Oui, mais bon, vous savez... je vous dis, ce centre-là de l'UMPS, c'est pas son intérêt finalement de faire tomber le gouvernement, et c'est pas non plus l'intérêt. Tu dis si jamais c'est Alexis Colère qui est nommé, c'est Cassius Belli à mon avis pour les formations de droite et du NFP. Aujourd'hui, le Rassemblement national, par exemple, n'a aucun intérêt, parce que c'est le Rassemblement national qui fera tomber ou pas une motion un gouvernement. C'est pas NFP. NFP peut toujours déposer des motions de censure. C'est pas eux qui feront tomber. Ils ne feront tomber que si le RN vient avec eux. Donc, et eux, que s'ils vont avec le RN. Or, le RN, aujourd'hui, n'a aucun intérêt à faire tout de suite tomber un gouvernement. De toute façon, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, c'est NFP, on fait tomber, les autres, on verra. Donc, si même un Colère était nommé, le RN, son intérêt stratégique, c'est d'attendre le pourrissement. C'est tout. Donc, ils vont attendre que ça pourrisse un peu plus, parce que même au RN... Alors on après, va dire l'intérêt général. Après, les Français regardent quand même. Oui, les Français, ils portent un jugement quand même très sévère. Il y avait un sondage publié ce week-end, et je pense qu'ils mettent tout le monde dans le même bain. C'est-à-dire qu'ils font pas la distinction entre Emmanuel Macron et les partis politiques. Je pense que les partis politiques, la gauche notamment, ils ont fait n'importe quoi. Je veux dire, déjà, ils ont tardé à trouver une candidate pour Matignon. Ils ont trouvé une candidate qui sortait aussi de nulle part, un peu comme Thierry Baudet, Lucie Castet, qui quand même s'occupait des achats à la mairie de Paris. Moi, je veux bien, elle était sans doute très compétente, mais enfin, tout d'un coup, on la met à Matignon, elle n'a pas été élue, elle n'est pas chef de file d'un mouvement, elle n'a jamais rien dit, elle n'a jamais parlé. Alors, je sais que dans l'histoire de la Ve République, Raymond Barre, personne ne connaissait, Georges Pompidou non plus, mais enfin, ils avaient quand même un parcours derrière qui était un peu plus costaud. Donc, la gauche, c'est un peu fait harakiri en ne proposant pas tout de suite un Jean-Luc. S'ils avaient dit c'est Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, mais Macron, il aurait bien été emmerdé, parce que là, il y aurait eu une pression, et ça aurait été difficile de dire non à Mélenchon Faure, puisqu'ils étaient arrivés en tête. Lucie Castet, c'est sûr que ça faisait pas extrêmement sérieux, et j'ai rien contre cette dame. Et puis pareil, effectivement, la droite, Laurent Wauquiez, qui dit je comprends sa stratégie, je ne veux pas aller à Macron parce que je me prépare pour 2027, mais on peut pas dire à la fois, j'entendais Copé ce matin dire oui mais la France est à droite, donc il faut quelqu'un de droite, oui mais ils veulent pas y aller. Voilà. Donc en fait, là aussi, je pense que les Français ils regardent bien la politique. Et de la même manière, le RN... Donc on y revient, comme on a bidouillé le deuxième tour. D'accord. Cette élection, les Français ont dit non au RN. Si c'était bidouillé, l'histoire de Attal qui sort de son chapeau et qui dit alors que je me suis bouché le nez, mais maintenant je me bouche plus le nez, et puis je me reboucherai le nez demain. Donc non, d'accord, ça a été bidouillé. Monsieur Macron l'a avoué, que c'est quasiment son père qui en a fait la confession, que lui s'attendait à faire une cohabitation avec le RN, et qui comptait d'ailleurs comme ça piéger le RN pendant 2 ans ou 3. Ça aurait pas tenu 3 ans à mon avis, mais enfin bon, en disant voyez, ils sont bons à rien, ils y arrivent pas. Et comme ça, 2027, le RN n'aurait pas été en force. Il s'est emberlificoté, il s'est fait piéger par justement son aile gauche. Il s'est retrouvé avec ce front républicain. Maintenant, moi, je suis désolée, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le NFP, bon an, mal an, a trouvé à peu près sa candidate. Mais non, mais c'était un feuilleton si ridicule. Oui, bon. Non, mais au moins, ils ont fait une proposition. Ils l'ont trouvé. Il y avait au moins une proposition. Oui, d'accord. Non, et le RN n'a aucun intérêt à aller se mouiller, puisque de toute façon, eux, ils avaient dit, nous, on gouvernera que si on a la majorité
absolu ou pas loin d'être absolu. Eux, ils sont cohérents. Le NFP est cohérent. Les seuls qui ne sont pas cohérents et qui en plus vont nous la faire à l'envers, c'est de nous remettre la Macronie. Moi, je suis désolée là-dessus. Je suis d'accord aussi bien avec le NFP qu'avec le RN. On ne peut pas nous refaire du macronisme avec ce qui s'est passé. Faut pas moi je voudrais voir les partis et les tendances politiques se battre pour prendre le pouvoir parce que la situation est grave. On a un pays qui a plus de 150 milliards de déficit et on est en train de discuter et de dire non, on se bat pour 2027. Et personne veut y aller. Les Français se débrouillent d'ici là. Mais personne ne veut y aller réellement. C'est l'impression qu'ils donnent et c'est ça qui dégoûte les Français de la politique. Personne ne veut y aller. Lucie Castet, elle est ce qu'elle est. Mais encore une fois, elle a été nommée. C'est pas elle qui a fait la demande. C'est pas elle qui a dit moi j'ai la dimension, je veux y aller. Non, on lui a dit toi tu vas y aller, tu colleras les timbres. Mais c'est pas possible à un moment, quoi. On parle de Premier ministre, on parle de direction de gouvernement, on parle de donner les clés du pays. Donc, moi, je veux voir des politiques qui se battent et qui prennent pour prendre ce pouvoir-là. À la place de ça, ils se planquent tous. Si on suit ta logique, qui fait blocage, c'est Macron. Donc, si on suit ta logique, et moi, c'est ma logique aussi depuis le début, c'est aussi la logique de Mélenchon, j'y peux rien, c'est la destitution. C'est tout. Il faut que Macron est incapable de régler ses comptes. C'est impossible. Et ils vont démissionner et en 2025 faire une présidentielle. Impossible. Alors justement, dans un instant, on va continuer notre discussion. Vous avez vu, les grandes gueules en ont gros sur la patate, ça commence à énerver tout le monde. Est-ce que vous aussi, ça vous énerve? Et Sébastien, bonjour. Bonjour l'équipe. Qu'en dites-vous, mon cher ami commercial du côté de la Seine-et-Marne alors? Je pense que notre cher président a loupé son coup. Au soir des Européennes, voyant le résultat du Rassemblement national, il s'est dit que si législative il y avait, il passerait. On sait tous que aujourd'hui, le Rassemblement national, il y a quelques têtes, mais aujourd'hui, c'est pas un parti qui est encore en mesure de gouverner et ils apprennent très rapidement et je pense qu'ils seront en mesure très rapidement de le faire. Et ils voulaient donner la main à la troupe de Bardella pour montrer leur échec cuisant et de d'ici un an redissoudre, parce que c'était dans son idée clairement de pouvoir reprendre la main avant les présidentielles pour pouvoir y placer un Attal ou un Philippe pour toujours garder la main en 2027. En tout cas, c'est mon point de vue et je sais que on est pas mal à penser comme ça quand on discute avec beaucoup de personnes, quels que soient les partis, et il a raté totalement son coup. Et pour preuve, c'est-à-dire qu'au soir du premier tour, le discours officiel c'était ni LFI ni RN. Mais lorsqu'il y avait une triangulaire, beaucoup se sont retirés contre la NFP, mais pas contre le Rassemblement national. Et il a loupé totalement son coup. Et moi, ce qui me dérange un peu plus aujourd'hui, c'est pas forcément Emmanuel Macron et le fait qu'il ne trouve pas de gouvernement, puisqu'il ne trouve pas de gouvernement parce que aujourd'hui, si gouvernement il y a, et qu'il y a une motion de censure de ce gouvernement, il sera responsable de cet échec. Et il veut surtout pas l'être. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'aujourd'hui, on a des Français qui ont voté NFP, donc la NUPES ou LFI de la gauche, le centre et le RN. Ça veut dire que les Français ont fait un choix partagé. Le problème, c'est que quand vous entendez Marine Le Pen ou M. Bardella, ils ne veulent pas travailler avec LFI, ils ne veulent pas travailler avec M. Macron. Quand vous entendez LFI, ils ne veulent pas travailler avec M. Macron, ils ne veulent pas travailler avec le RN. Mais c'est ce que les Français ont demandé. Les Français ont demandé à ce qu'il y ait un gouvernement. Il y a à peu près 35% pour le LFI, pour la NFP. Il y a à peu près 30% pour le parti d'Emmanuel Macron. Il y a à peu près 30%, j'arrondis, pour les partis du Rassemblement national. Aujourd'hui, il y a 3 blocs. Donc, moi, je suis désolé, aujourd'hui, pourquoi on n'arrêterait pas de payer les députés à partir du moment où ils ne veulent pas bosser ensemble, puisque c'est ce qu'ont demandé les Français? C'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie. La démocratie, c'est pas que défendre son camp. Oui, mais je ne sais pas si le vote des Français, c'est un vote pour qu'ils travaillent ensemble. Je ne crois pas qu'un électeur LFI ait envie que le parti négocie avec des accords avec le RN, même s'ils sont par exemple d'accord sur l'abrogation de la réforme des retraites, et inversement. Je ne crois pas que la vision d'un électeur du RN soit la même sur l'immigration qu'un électeur LFI. Donc, je vois pas. Il y a quand même un petit peu des valeurs idéologiques et des orientations politiques à un vote quand même. Je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que en 2017, lorsque François Hollande est élu face à Sarkozy, il y a eu 53% qui ont voté pour Hollande, 47% pour Sarkozy. Hollande a gouverné, point barre, puisqu'il a gagné. À l'époque, avec 2 camps. Oui, mais avec 2 camps. C'était plus simple. La droite perdait, la gauche reprenait le pouvoir. Je vais prendre un autre exemple qui pour moi est dégueulasse, et je ne suis pas un électeur du RN, je ne vote pas parce que quand je vois cette mascarade, ça me donne encore moins envie de voter. Je comprends les gens qui ne vont pas voter, parce qu'aujourd'hui, il y a une mascarade. Aujourd'hui,
le RN a gagné les élections au nombre de voix. C'est-à-dire au nombre de voix, c'est le RN qui a eu le plus de voix lors des élections législatives. Il se retrouve même pas majoritaire, alors je parle pas d'une majorité absolue, il se retrouve même pas majoritaire, alors qu'au nombre de voix, ce sont eux qui ont gagné. Alors par le jeu des législatives des régions qui ont le plus ou moins d'endroits, on fait que ça tombe comme ça. Mais aujourd'hui, la démocratie n'est pas respectée. Il y a eu des Français qui veulent voir du LFI, il y a eu des Français qui veulent voir du Macron, il y a eu des Français qui veulent voir du RN. Et bien, donnons aux Français ce pourquoi ils ont voté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si, bien sûr, moi, si je dois voter... Je ne sais même pas pour qui je voterai aujourd'hui, honnêtement, mais si je me représente comme un électeur du LFI, je n'ai pas du tout envie d'avoir des idées du Rassemblement national et inversement, comme disait Barbara. Mais aujourd'hui, la démocratie n'a en rien respecté puisque les Français ont voté comme ça et le gouvernement ne respecte pas. Oui, mais les Français, le problème du Front républicain, c'est que ça donne un résultat ambigu. Lorsque vous demandez à quelqu'un de centre-droit, un électeur de centre-droit, de voter effectivement pour un candidat de gauche, voire LFI pour faire barrage au RN, derrière, vous ne pouvez pas dire que cet électeur de centre-droit veut qu'il y ait une alliance entre Mélenchon et Édouard Philippe. Donc, en fait, c'est ça toute l'ambiguïté du Front républicain. Moi, je serais d'avis de passer maintenant. Je serais d'avis de passer à une élection à un seul tour. Proportionnel, un seul tour, comme ça se passe dans quasiment tous les pays européens. Exactement. Donc il n'y a pas de tripatouillage de Front républicain. Celui qui est arrivé en tête du premier tour gouverne. Et comme il n'a pas la majorité absolue en général, eh bien il doit faire des alliances. Et s'il n'arrive pas à faire des alliances, eh bien c'est le deuxième. Je rappelle que la gauche en Espagne est arrivée en deuxième position et c'est elle qui gouverne. Parce que c'est elle qui était en capacité de faire des alliances. Et ça ne choque personne. Et tu vois en Allemagne, quand l'AfD fait une percée incroyable en Thuringe, que dit Olaf Scholz? Ah oui, mais non, avec eux, on ne fait pas d'alliance. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire d'alliance AfD. Non, les Allemands ont la tradition de l'alliance, les Allemands ont la tradition de la coalition, mais eux aussi, ils sont en train de tomber dans le piège et ils vont renforcer l'AfD. Et l'AfD, excusez-moi, c'est pas le RN. L'AfD, ils sont vraiment bien à droite, plus de droite, alors que le RN, elle a matiné son programme avec des éléments, on va dire, plus sociaux en termes de politique économique. Oui, c'est pour ça. Eh ben, c'est quand même incroyable que l'Allemagne, qu'on nous présente comme étant le pays qui sait faire des coalitions, eux aussi, ils ont dit mais alors avec l'AfD, on n'en fait pas. Ils font quand même un passé. Bah oui, mais je suis désolée, ils font 30% l'AfD et l'AfD, ils font 30%. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'immigration incontrôlée en Allemagne de l'Est. Voilà. Merci Sébastien d'avoir été dans les GG. Sébastien, merci. Bonne journée. L'une des régions gagnées, je ferme la parenthèse parce que c'est intéressant, l'une des régions gagnées est une région qui était auparavant dirigée par les insoumis allemands. La Thuringe. Oui. Merci Sébastien, bonne journée. Isabelle est avec nous, elle nous appelle de l'Aube. Bonjour Isabelle. Bonjour les GG. Bienvenue. Et vous Isabelle, alors est-ce que vous regardez ça un peu affligée, énervée, indifférente, dites-moi? Affligée. Non. Affligée, mais pas par rapport à la nomination du Premier ministre, par rapport à la politique en général. Ces histoires politiques, on a l'impression d'être dans une cour de récré. C'est moi qui ai gagné, c'est pas moi qui ai gagné. Moi, je veux pas être avec toi, je veux pas être à côté de toi. C'est des gosses, quoi. Mais même une instite dans une cour de récré, elle ferait mieux, quoi. C'est affligeant. Affligeant. Sur le fond, je suis assez d'accord avec Olivier et Barbara sur une élection à un tour, etc. Ce que disait Barbara sur l'Allemagne, etc. Mais là, à l'heure actuelle, moi franchement, et on a eu une trêve politique pendant les JO, ça a été un bonheur. Le lendemain des JO, quand on a revu tous ces politiques en interview, etc., c'est bon, ça recommence, quoi. C'est affligeant. Mais après, faut pas que les politiques s'étonnent non plus qu'il y ait de plus en plus d'abstention. Avec le spectacle qu'ils donnent, effectivement, moi je comprends les gens qui ne veulent plus aller voter. Pourtant, les gens ont beaucoup voté. Ils ont beaucoup voté. Mais voilà, mais le problème c'est qu'ils ont beaucoup voté, ok, mais voilà, on respecte même pas leur vote, quoi. Et c'est pareil, la NFP, ils oublient un léger détail, c'est que effectivement, ils ont eu beaucoup de voix, mais au deuxième tour. Pourquoi? Parce que ça a été le jeu des alliances. On n'a pas voté pour leur programme, en fait. Oui, là, vous avez raison, Isabelle, parce que tout le paradoxe de la NFP, c'est dénoncer l'élection de Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle en disant « Vous n'avez pas été élu sur votre programme, vous avez été élu pour faire barrage au Rassemblement national ». Et quand on leur renvoie l'argument aussi aujourd'hui, en leur disant « Mais vous n'avez pas été élu sur votre programme, vous avez été élu pour faire barrage », je dis « Ah, pas du tout, pas du tout. Les Français nous ont plébiscité, le pouvoir, il est pour nous. » Donc là, ils sont quand même assez contradictoires. D'autant plus qu'au premier tour, exactement. Mais c'est une le Rassemblement national qui est arrivé en tête, c'est pas la gauche.
gauche. Bien sûr. Ouais. Donc à la limite, le programme qui a été le plus plébiscité, c'est le Rassemblement national. Oui, parce que le programme. D'accord ou pas. Mais alors, du coup, Isabelle, il faut rappeler une chose. Oui. Pardon, je voudrais finir avec Isabelle. Excuse-moi, Barbara, mais est-ce que vous êtes impatiente d'avoir votre Premier ministre et votre gouvernement, Isabelle? Très franchement. Mais très franchement, je m'en contrebalance au quotidien. Oui. Ça change rien à votre quotidien. Mais c'est ça. Mais en fait, on fait une montagne. Et effectivement, là, pour le coup, ça devient vraiment pathétique. Ça devait être vendredi. Après, ça devait être dimanche. Là, ça doit être aujourd'hui. Et puis après, ça sera quand? Ça sera dans 15 jours. Alors, je peux pousser le raisonnement un poil plus loin avec vous, Isabelle. Est-ce que si jamais, puisque le problème vient de l'Élysée, est-ce que si jamais on arrivait à une situation, destitution ou élection présidentielle anticipée, scénario, est-ce que finalement vous vous dites, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire? Pas spécialement. D'accord, ok. Pas spécialement, mais en soi, quand on regarde bien, on attend le Premier ministre, etc. Mais tout à l'heure, vous en parliez, de toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ça change rien et ça changera rien. On est d'accord, Isabelle. Exactement, c'est toujours les mêmes qui reviennent sur le devant de la scène. Je suis d'accord avec vous, Isabelle. Nos politiques sont sans doute pas à la hauteur. Et hélas, dans beaucoup de démocraties, c'est le problème, c'est que les politiques sont pas à la hauteur de l'intérêt général. Mais en France, on a des problématiques, notamment budgétaires, etc. Là, on va devoir rendre la trajectoire budgétaire à l'Union européenne. Si on ne fait rien, si on n'a pas un gouvernement qui donne une orientation, et moi, à la limite, je m'en fous, que ce soit NFP, que ce soit RN, que ce soit machin, mais au moins une trajectoire, qui va décider à notre place? C'est von der Leyen, c'est la Commission de Bruxelles. Donc, quelque part, moi, je veux bien le côté, oui, vous voyez, quand même, la France, ça roule tout seul. Ça roule pas tout seul. Oui, il y a des administrations centrales qui permettent qu'on fasse une rentrée scolaire, qui vont sans doute donner un nom d'âme putatif. Alors oui, ça fera semblant de continuer à rouler, mais derrière, c'est les injonctions de Bruxelles qui vont gouverner. Et là, Barbara, vous allez voir, ça plus les marchés financiers, ça va être une autre paire de la responsabilité des politiques. Et on finira comme la Grèce. La responsabilité des politiques est d'autant plus grande qu'ils savent parfaitement ce que tu viens de dire. Oui. Et que seuls, eux, peuvent l'empêcher. Ils connaissent les échéances. Et tu vois très bien qu'ils laissent passer le temps, au contraire, ils jouent le pourrissement, donc ils se foutent éperdument de ce qui risque de se passer. C'est gravissime. On va finir comme la Grèce, mais je vais sortir mon argent. Alors, la situation, on ne l'avait jamais connue, mais elle met sous le matelas. Elle met exactement devant le regard de tout le monde la médiocrité de ces gens-là. Distinguons parmi les politiques. C'est précisément là, je voulais en venir. Là, c'est le temps de l'exécutif, où c'est l'exécutif qui doit trouver un gouvernement qui est mis un peu à mal, ils n'arrivent pas. Et viendra le temps du législatif. Le budget, c'est la responsabilité de l'Assemblée de le voter. Et donc là, tous ceux qui sont tranquilles, élus à l'Assemblée, planqués, dans quelques semaines, ils vont devoir assumer de ne pas avoir donné collectivement un budget à notre pays. Mais c'est bien. Et là, le poids de la responsabilité va s'inverser, va retomber sur ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont au chaud, tranquilles. Et c'est pourquoi, très habilement, Marine Le Pen a fait cette lettre ouverte à Madame Braun-Pivet. Lettre ouverte, en réalité, tu t'adresses pas à Madame Braun-Pivet, tu t'adresses aux Français, où elle dit il faut absolument ouvrir la session parlementaire avant, car les députés doivent se mettre au travail sur la trajectoire budgétaire. C'est juste. Donc là, en plus, c'est habile politiquement, mais c'est juste aussi. On peut pas attendre Tartampion, puisque c'est les députés qui doivent discuter du budget, que le budget a déjà été déposé par Monsieur Attal et Monsieur Le Maire, que la session parlementaire s'ouvre. Et vous allez voir, ça obligera M. Macron à aller un peu plus vite dans la prise de décision du pantin qu'il va choisir comme Premier ministre. Je remercie Isabelle d'avoir été avec nous. Bonne journée Isabelle. Merci d'avoir été dans les GG. Journée. Après l'aube, on va aller retourner en Seine-et-Marne avec Alex. Bonjour Alex. Oui, bonjour. Je vous repose alors, énervé, affligé, indifférent à ce qui se passe en ce moment Je suis en colère, je suis affligé. Les trois. Quand je vois ce qui se passe, je me dis, mais c'est pas possible. Ces gens-là sont à notre service, on les paye avec de l'argent public et ils sont pas fichus de trouver un nom et de s'intéresser aux problèmes des Français. Il y a 30% dans chaque camp. À un moment donné, il faut un gouvernement à 30%, il faut une cohabitation, ils se débrouillent. Mais ils trouvent une solution parce qu'à un moment donné, là, 50 jours, ça fait beaucoup, quoi. Vous savez qu'il n'est pas tenu par le calendrier, le président. Ça peut durer encore. Macron n'est tenu par rien. Non, mais le gouvernement à 30%. À quoi les élections servent? Oui, vous avez raison. Il y avait urgence à dissoudre, et puis là, il n'y a pas d'urgence à nommer un Premier ministre et un gouvernement. Vous avez raison. Alex, là, je rebondis sur votre proposition de gouvernement à 3 tiers.
quelle serait la politique d'immigration d'un gouvernement à 3 tiers? Quelle serait la politique économique d'un gouvernement à 3 tiers? Quelle serait la politique sociale d'un gouvernement à 3 tiers? Il n'y a pas d'option. Il y a des majorités qui peuvent se dégager. Par exemple, dans cette assemblée sur la réforme des retraites, majoritairement, il y a une opposition à la réforme des retraites, puisque aussi bien la gauche que le Rassemblement national sont contre cette réforme des retraites. Donc ils pourraient l'abroger. Alors après, ils seront peut-être pas d'accord sur ce qu'il faut mettre à la place. Mais tu peux aussi avoir une majorité sur la fin de vie, à mon avis, tu peux la trouver. Il y a des choses où tu peux. Je pense que même le SMIC, le SMIC à 1 600 €, tu peux trouver une majorité. Donc, à la limite, si on est dans un régime parlementaire, laissons justement le Parlement, l'Assemblée, trouver des majorités. Mais là, le problème, c'est qu'il faut qu'Emmanuel Macron s'efface. Et c'est ça qu'il ne veut pas, en fait. Il faut qu'Emmanuel Macron laisse faire les choses. C'est ça le régime parlementaire. Merci, Alex. Macron ne veut pas ça. C'est ça le problème. Merci là, Alex. Consultation interminable. Est-ce que le président devient grotesque? Oui ou non? Je le sens venir. Oui, 81%. Il y a quand même 19%. Au moins, c'est clair. De oui, c'est déjà pas mal. Allez, dans ce marasme et dans cette inquiétude, vous n'oubliez pas que moi, la bonne nouvelle de la rentrée, c'est le jeu, c'est le coffre RMC. Vous savez que si vous êtes tiré au sort, vous gagnez 1 000 € cash à condition de vous inscrire dès que vous entendez ceci. Parce que les 1 000 € cash, c'est tout de suite si vous êtes tiré au sort. Et ensuite, dans le coffre, un MacBook Air, un iPhone 15, une Apple Watch, une PlayStation 5 et même 1 000 € cash. On rajoute 1 000 € cash là dans le coffre. Donc, mais attention. Chaque jour sans Premier ministre. Par contre, c'est Alain qui vient de le décider lui-même. C'est Alain qui paye. De prendre le coffre. Ah bah écoutez. Hier, entre les 1 000 € et les objets MacBook, c'est une décision grande gueule du gouvernement DGG. C'est une décision du gouvernement DGG de rendre le coffre encore plus attractif. Mais attention, parce que dans le coffre, il y a peut-être la totale avec les 1 000 € cash aussi. Mais il peut y avoir aussi les AirPods. Alors, ça va être compliqué. 1 000 € cash tiré au sort, la totale ou les AirPods. Voilà, faut être joueur. Et c'est au 7 32 16 que ça se passe en envoyant coffre par SMS. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.